Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'évolution et de philosophie, et pour vous parler d'un principe qui régit en grande partie l'évolution du vivant, principe que j'ai appelé un mal pour un bien. Donc je vais vous lire un petit texte qui porte comme nom bien sûr, un mal pour un bien. La façon dont l'humanité s'est développée est liée au principe de sélection génétique touchant toutes les espèces et entraînant la conservation des gènes, donnant un avantage à l'individu et à l'espèce en termes de survie et de reproduction. Mais une mutation ou des mutations délétères pour l'individu et l'espèce apparues fortuitement peuvent, dans certains cas, s'avérer ensuite positives pour la survie de l'espèce et de l'individu si le milieu, pour des raisons diverses, vient à changer. C'est ce que l'on nomme un mal pour un bien. Principe beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense souvent. Pour comprendre ce principe évolutif, il est intéressant de mettre en corrélation deux modifications morphologiques dues à des mutations qui touchèrent la lignée humaine et qui s'avérèrent dramatiques au premier abord par la surmortalité qu'elles semblaient entraîner, mais dont les avantages qui en découlaient pour la survie des individus compensaient largement cette mortalité initiale en favorisant, d'une autre façon, la survie des individus et de l'espèce. Ainsi, il est intéressant de comprendre comment une mutation génétique négative pour l'espèce humaine, comme celle générant la drépanocytose, une maladie génétique, s'est conservée et a même été sélectionnée dans certains milieux, malgré les effets délétères importants qui y sont associés, et comment la modification de la forme des mains chez les australopithèques, il y a plusieurs millions d'années, si elle augmenta sensiblement la mortalité de cette espèce de singe bipède, par les chutes des arbres mortels qu'elle entraîna, permit d'augmenter d'une façon largement compensatoire la survie de cette espèce quand elle descendait au sol. La drépanocytose, ou anémie falciforme, est une maladie génétique du sang qui touche l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans les globules rouges, appelée plus techniquement érythrocytes ou hématies. Cette maladie est causée par une mutation du gène codant la bêta-globuline composant l'hémoglobine, dite hémoglobine A. Cette mutation remplace un acide aminé, l'acide glutamique, par une valine dans la structure de la molécule d'hémoglobine. On parle alors d'hémoglobine S. Cette mutation entraîne donc une modification de la structure des globules rouges. Ainsi, en conditions de faible oxygénation, comme pendant un effort important, une fièvre ou en altitude, l'hémoglobine s'agrège, augmentant la viscosité du sang et empêchant la bonne circulation du sang dans les capillaires et la bonne oxygénation des tissus. Ce problème vient du fait que cette mutation, principalement chez les porteurs homozygotes, donc ayant hérité de la mutation des deux parents, entraîne mécaniquement une modification de la structure des globules rouges qui sont normalement circulaires et biconcaves et qui prennent une forme de faucille ou falciforme. Ainsi, ces globules rouges falciformes sont plus rigides, fragiles, ne vivant que 10 à 20 jours au lieu de plus de 120 jours, au lieu de plus ou moins 120 jours pour l'hémoglobine normale. Elles sont moins efficaces pour transporter l'oxygène dans l'organisme et, comme nous l'avons dit, s'agrègent, augmentant la viscosité du sang, ce qui rend la survie de l'individu plus problématique en provoquant des anémies chroniques, des crises vaso-occlusives avec des bouchons veineux, des douleurs, des infections fréquentes et tout un panel de complications pouvant mener à la mort. Mais la drépanocytose, dans sa forme grave,
Mais si la drépanocytose, dans sa forme grave, est une maladie génétique entraînant souvent la mort des individus qui en sont atteints, elle aurait dû être progressivement éliminée par la pression sélective si une modification du milieu n'était pas apparue, rendant cette mutation délétère pour l'espèce humaine enfin utile pour la survie des individus hétérozygotes ayant hérité de cette mutation par un seul des parents. En effet, avec le néolithique et l'avènement de l'agriculture, les hommes en Afrique subsaharienne commencèrent à pratiquer la déforestation pour créer des parcelles agricoles afin de cultiver leurs céréales, générant involontairement près des villages, avec les réseaux de tranchées d'irrigation et les sillons des champs dans lesquels l'eau croupissait, des milieux propices au développement et à la prolifération des larves de moustiques anophèles, dont la variété Gambia, presque exclusivement adaptée à l'humain, est le vecteur majeur du parasite Plasmodium falciparum, responsable du paludisme en Afrique subsaharienne. Paludisme qui est une maladie générant encore aujourd'hui des centaines de milliers de morts par an dans le monde. Avec ce changement de milieu, induit par la déforestation massive humaine favorisant la prolifération des moustiques anophèles, la mutation entraînant la drépanocytose devint un avantage sélectif majeur contre le terrible paludisme, en favorisant la survie des individus hétérozygotes, c'est-à-dire porteurs d'un seul gène muté hérité d'un seul parent, qui sont plus résistants au paludisme que les individus n'ayant pas hérité par un des parents de la mutation entraînant la drépanocytose. Cette augmentation de survie des individus ne portant qu'un seul gène muté hérité d'un seul parent compensa largement la surmortalité face au paludisme des individus ne portant pas la mutation générant la drépanocytose, tout en rendant dérisoire pour la survie de l'espèce humaine, dans ce milieu infesté d'anophèles transmettant le mortel parasite Plasmodium falciparum, la mortalité presque inéluctable, à plus ou moins long terme, des pauvres porteurs des deux gènes mutés hérités des deux parents entraînant les formes graves de drépanocytose. Ainsi, le principe d'un mal pour un bien est bien visible dans l'avantage sélectif contre le paludisme qu'apporte la mutation entraînant la drépanocytose chez les porteurs hétérozygotes, porteurs d'un seul gène muté, qui, si ils ne développent que rarement des formes graves de drépanocytose, sont par ailleurs beaucoup plus résistants au paludisme mortel. Cette résistance des porteurs hétérozygotes de la mutation entraînant la drépanocytose vient du fait que le parasite Plasmodium falciparum, infectant normalement les globules rouges et responsable du paludisme, a plus de mal à se développer dans les globules rouges dont la morphologie et les fonctions chez les porteurs sains hétérozygotes ont été plus ou moins modifiées, entraînant du même coup la destruction plus rapide par la rate des globules rouges infectés par le parasite, rendant le paludisme moins grave pour les porteurs hétérozygotes de la mutation que pour les porteurs hétérozygotes de la mutation qui entraînent des formes graves souvent mortelles. C'est pour cela qu'en Afrique subsaharienne, la mutation entraînant la drépanocytose s'est conservée et n'a pas été éliminée par le principe de la sélection naturelle. Car malgré la mortalité accrue que cette mutation génère, elle favorise la survie des porteurs hétérozygotes face au paludisme, compensant largement la surmortalité des porteurs homozygotes de la mutation, atteints de formes graves de drépanocytose, et celle des individus ne portant pas la mutation, mourant par milliers du paludisme. Ce principe d'un mal pour un bien, que nous venons de voir, s'applique aussi à l'apparition de la sélection des gènes entrant dans la modification de la main de nos ancêtres, particulièrement au moment où les ancêtres des australopithèques, dont un rameau donnera l'espèce humaine, effectuèrent leur passage de la forêt à la savane. Il m'a été donné la chance de reconstruire la musculature de Sediba, un australopithèque tardif d'Afrique du Sud, datant plus ou moins de 1,900 millions d'années à 1,800 millions d'années, et qui appartient probablement ou est très proche de la branche qui donnera plus tard l'espèce humaine. Correspondant avec Julien Benoît, un paléontologue brillant,
qui pour moi a créé la meilleure chaîne francophone YouTube de paléontologie et qui travaille en Afrique du Sud à l'université de Witwatersrand, université qui possède les restes ainsi qu'une magnifique reconstitution du squelette de Sédiba, cet australopithèque tardif qui fut découvert en août 2008 dans la grotte de Malapa, située à environ 40 km au nord-ouest de Johannesburg. Julien m'a donc envoyé des photos sous tous les angles de la magnifique reconstitution squelettique de Sédiba faite par l'université de Witwatersrand, avec l'accent français infâme que j'ai bien sûr. En étudiant le squelette du membre supérieur de Sédiba, j'ai pu comprendre, en lisant dans les os, comme la voyante lit dans la boule de cristal ou le marc de café, quelles étaient les pressions sélectives qui façonnèrent la morphologie de nos ancêtres et surtout leur façon de vivre et de mourir, comprenant par l'étude de leurs mains que celles-ci avaient aussi été impactées par ce principe évolutif vieux comme la vie, d'un mal pour un bien. En étudiant le squelette de Sédiba, nous ne pouvons qu'être frappés par sa structure originale faite d'un assemblage de caractères simiesques et de caractères totalement humains. Ainsi, Sédiba peut être défini morphologiquement comme un primate assez proche du massif chimpanzé commun, Pan troglodyte, mais bipède, avec des jambes presque humaines, un bassin large, très semblable à celui des humains, et des pieds qui, s'ils avaient perdu en partie leur capacité d'opposition de l'hallux ou gros orteils, qui font des singes des quadrumanes, n'en demeuraient pas moins capables de se fléchir puissamment pour enserrer les troncs et les branches lors des déplacements arboricoles. Quant au buste et aux membres supérieurs, ils étaient extrêmement proches en morphologie de ceux des chimpanzés communs, avec un abdomen large fait pour accueillir un gros système digestif encore adapté à la digestion par fermentation bactérienne d'une nourriture en grande partie végétale riche en cellulose, et une ceinture scapulaire avec un membre supérieur extrêmement mobile et musculaire pour se hisser avec puissance et rapidité dans les arbres et se déplacer dans les branches. Toutes ces structures de la ceinture scapulaire et du membre supérieur pourraient faire penser à une copie presque conforme du membre supérieur d'un puissant chimpanzé si la main ne dénotait pas totalement avec cette structure simiesque. Avec Sédiba, nous avons donc affaire à un buste et des bras très proches de ceux des chimpanzés, mais sur lesquels auraient été greffées des mains presque humaines. Étrange montage évolutif qui en dit long sur la façon dont la transition entre une vie encore arboricole et une vie totalement terrestre s'est réalisée, et quelles ont été les pressions évolutives qui modifièrent la structure de nos ancêtres. Ainsi, les bras et la ceinture scapulaire de Sédiba lui permettaient encore de se hisser puissamment dans les arbres pour fuir les fauves. Mais ses mains avaient perdu une grande partie de leur caractère simiesque. Bien qu'une certaine courbure des phalanges et des métatarses soit perceptible, métacarpes, je fatigue, soit perceptible sur les restes squelettiques de la main de Sédiba, facilitant ainsi une meilleure prise pour agripper les troncs et les branches, la taille des mains et la longueur des phalanges s'étaient sensiblement réduites, à l'exception du pouce ou de l'hallux, qui s'était allongé, permettant de fermer le poing et de verrouiller celui-ci avec le pouce, facilitant la prise ferme d'objets tels que des branches ou des fémurs, pouvant servir de gourdin ou de matraque pour se défendre des prédateurs ou affirmer son rang dans la hiérarchie sociale masculine du groupe d'Australopithèques. Pour comprendre la façon dont la main de nos ancêtres australopithèques s'est transformée, il est bon de rappeler les traits communs morphologiques et biomécaniques des mains des grands primates arboricoles tels que les chimpanzés et les gorilles, ainsi que celles de l'ancêtre arboricole commun aux hommes et aux chimpanzés qui peuplaient les forêts africaines il y a encore 6 à 7 millions d'années. Nos cousins, grands primates arboricoles, comme les gorilles, les chimpanzés et les orang-outans asiatiques, sont logiquement des singes relativement lourds,
ce qui augmente les probabilités de chuter lourdement des arbres et de se blesser gravement, voire même de mourir. N'oublions pas que la chute est la première cause de mortalité des grands singes, et donc une des premières causes de pression sélective. La morphologie de leurs mains et de leurs bras s'est donc adaptée par sélection génétique pour limiter cette cause fréquente de mortalité. Leurs doigts, à l'exception du pouce, sont très longs et les muscles fléchisseurs des doigts sont particulièrement courts, ce qui fait que lorsqu'ils étendent la main pour saisir une branche, leurs doigts se referment automatiquement en crochet, permettant d'agripper les branches sans avoir d'efforts musculaires intenses à fournir pour se maintenir agrippé aux branches. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a les mains comme ça, hein. Là il peut étendre les doigts et quand il étend, hop, quand il étend, ses doigts se referment automatiquement parce que les fléchisseurs des doigts qui sont là sont trop courts. Système de sécurité économique et efficace pour ne pas lâcher les branches et mourir fracassés au sol, mais qui, en contrepartie, les oblige à fléchir la main pour détendre les muscles fléchisseurs des doigts afin de porter des choses à leur bouche et qui les empêche de tenir avec fermeté les branches pour frapper avec efficacité. Si le membre supérieur de Cédiba et des autres espèces d'Australopithèques ont tout de celui d'un chimpanzé, leurs mains, elles, se rapprochent étonnamment de la main humaine. Ainsi, chez les Australopithèques, les doigts sont courts, le pouce est opposable et long, permettant de verrouiller la prise de la main en fermant les poings avec fermeté sur les branches pour s'en servir de gourdin afin de frapper avec une puissance phénoménale de haut en bas pour se défendre des prédateurs et affirmer pour les mâles leur rang dans la hiérarchie australopithèque, permettant l'accès aux femelles des plus dangereux. Vu le vaste espace entre le radius et l'ulna des australopithèques, permettant de loger les muscles fléchisseurs des doigts, ces muscles étaient donc logiquement chez eux extrêmement massifs et puissants pour bien saisir les branches et compenser l'absence de longs doigts se recourbant en crochet propre aux gros primates arboricoles. Cette modification de la main des australopithèques avait donc un inconvénient énorme, celui de perdre le crochet naturel des longs doigts aux muscles fléchisseurs des doigts courts que possédaient leurs ancêtres, augmentant ainsi sensiblement les risques de chute et la mortalité des individus lors de leur déplacement arboricole. Mais si ces mains moins adaptées à la vie dans les arbres se sont conservées malgré le surplus de mortalité qu'elles entraînaient chez les australopithèques, c'est qu'elles devaient avoir des avantages qui compensaient largement l'augmentation du nombre de décès par chute. En effet, par ce vieux principe évolutif d'un mal pour un bien, les mains des australopithèques, si proches des mains humaines, si elles augmentaient sensiblement la mortalité de nos ancêtres dans les arbres en occasionnant un bon nombre de chutes, permettaient en contrepartie de limiter presque totalement leur mortalité quand ils redescendaient au sol, en permettant à nos ancêtres de saisir avec fermeté des branches et des gourdins pour se défendre des fauves qui étaient auparavant le premier danger, la première cause de mortalité quand nos ancêtres se déplaçaient au sol, loin de leur refuge arboricole. Ce principe d'un mal pour un bien, touchant la modification de la forme de la main par la sélection de tout un ensemble de mutations génétiques, s'il augmentait d'une façon négative la mortalité de nos ancêtres lors de leur déplacement arboricole, était largement compensé par la presque invulnérabilité qu'il donnait à nos ancêtres de savane quand ils se déplaçaient au sol. Les mains de nos ancêtres australopithèques ne se sont donc pas modifiées dans un premier temps pour faire des outils, comme beaucoup peuvent le penser par manque de connaissances en biomécanique, mais plutôt pour enserrer puissamment des gourdins afin de démonter les gueules, celles des fauves dont ils étaient auparavant le plus souvent victimes, et accessoirement celles de concurrents territoriaux, caloriques et sexuels de leur propre espèce, afin de s'imposer parmi les hommes, ou plutôt parmi les australopithèques mâles, rappelant par là le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace,
où le singe devient homme en s'imposant par le gourdin pour régner sur le monde et sur les hommes. Voilà, petite vidéo pour t'expliquer les principes évolutifs et particulièrement le principe d'un mal pour un bien. Quelque chose qui s'avère être négatif peut, si le milieu change, devenir un avantage évolutif important et quelque chose qui peut apporter une négativité, dans certaines mutations peuvent apporter une négativité, par exemple en augmentant la chute des australopithèques des arbres, et occasionnant beaucoup de morts, leur génère une invulnérabilité au sol, ou une quasi-invulnérabilité au sol, compensant largement les décès entraînés, par exemple pour cette modification de la main, dans les arbres, en chutant des arbres, modification qui leur permet de survivre au sol et de ne plus finir dans l'estomac des grands prédateurs. Voilà, petite vidéo pour vous parler de principes évolutifs, et puis si vous l'avez remarqué, petite vidéo de recherche scientifique pure et dure, puisque toute cette recherche sur la main des australopithèques, c'est moi qui l'ai faite, je me suis amusé à reconstruire ces mains et à étudier les avantages évolutifs et les inconvénients que cette main avait. Alors bien sûr, si elle permet de taper avec puissance, de donner des coups verticaux, puisqu'il grimpait encore aux arbres, il n'avait pas une bonne rotation des hanches, donc il ne pouvait pas bien taper latéralement, il ne pouvait pas lancer avec vraiment encore de la précision, puisqu'il lançait en utilisant le mouvement du grimpeur, s'il grimpait encore dans les arbres, ça leur permettait de tenir avec puissance des gourdins et de taper de haut en bas avec une puissance énorme pour fracasser des crânes, des gueules, et survivre dans une savane hostile remplie de prédateurs. Donc c'est par cette modification de la main que les hommes ont survécu, et ils ont survécu avant, pour enserrer des gourdins, avant de pouvoir s'en servir vraiment avec précision pour faire des outils, des outils permettant à l'homme de s'affirmer encore plus et de conquérir encore plus de milieux. Mais dans un premier temps, cette main et ce poing s'est fermé, pas pour donner des coups de poing, mais pour taper avec des bâtons, bien sûr. Ça permettait ensuite de travailler plus précisément avec des outils, puisqu'on avait cette pince. Mais dans un premier temps, on a la fermeture qui permet de taper très fort. Et ça n'avait pas été vu, et je vous l'explique ici. L'homme est d'abord fait, doit sa survie au fait qu'il est capable de taper avec des gourdins. Donc il fait une extension avec un objet contendant de son bras pour taper plus loin et plus fort. Mais ensuite, il devient un fabricant d'outils et ensuite un lanceur à partir du moment où il ne grimpe plus vraiment aux arbres, puisque ayant éliminé tous les prédateurs, en les ayant éloignés, puisqu'on attaque plus ce petit singe assez costaud d'ailleurs, avec ses bâtons dans les mains, qui devient un véritable danger en groupe pour des prédateurs, puisque n'oubliez pas que la puissance de frappe de ces singes était bien supérieure à la puissance de frappe d'un homme en vertical, puisque ils ont des commandes nerveuses. On peut remercier les étudiants d'Harvard pour cette recherche et ces études des réseaux neuronaux et des réseaux de connexion, surtout nerveuses, dans les membres supérieurs des primates, qui expliquaient bien que le fait de grimper aux arbres fait que les commandes nerveuses des chimpanzés, même des gorilles, pour leur déplacement terrestre et arboricole, est assez rudimentaire. Un seul groupe de nerfs, c'est-à-dire une seule ramification nerveuse, commande simultanément quasiment tous les muscles du dos, du bras, du biceps. Alors c'est un ensemble, le biceps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ensemble complexe d'irradiation nerveuse permettant de travailler en modulation. C'est-à-dire que vous allez avoir une commande nerveuse qui va, par exemple, utiliser tout votre dorsal, et en même temps le grand rond, la longue portion du triceps pour taper de haut en bas très fort, et une seule commande nerveuse pour
irradier toutes les fibres du biceps, vous permettant de monter avec puissance. Hein. Alors que chez l'homme, nous avons vu une espèce de changement avec une multitude de fibres musculaires, hein, qui irradient les muscles du bras, donc ça se divise, hein, et ça permet de travailler avec modulation, hein, pour faire des outils précis, pour lancer avec précision, mais on perd cette commande qui permet de mobiliser un maximum de fibres musculaires d'un coup par la simple volonté, et on est obligé de la retravailler ensuite par un apprentissage psychomoteur permettant de mettre toutes les fibres nerveuses, hein, au travail en même temps, hein, de lancer un influx, une information dans ces fibres nerveuses pour contracter toutes les fibres musculaires d'un coup, alors que chez les singes, c'est beaucoup plus simple. Un réseau nerveux commande tout un muscle, hein, parce qu'ils doivent monter. Donc imaginez ces singes, ils tapaient super fort en plus de haut en bas, et ça pétait les tronches, les os, hein, des prédateurs et aussi de leurs concurrents sexuels aussi, mais visiblement, ils ne devaient pas s'en servir trop, puisque la survie, hein, leur survie dépendait aussi de leur groupe. Hein, donc tout ça devait être quand même codifié, ça devait être des rites, hein, on devait peut-être se faire craindre plutôt que tuer. Hein. Oui, puisqu'on survit parce qu'on est en groupe et organisé. Mais on est extrêmement dangereux quand on tape. Donc c'est vraiment impressionnant de comprendre comment l'homme s'est développé, comment, dans un premier temps, on a une surmortalité par chute, hein, à cause de ces modifications génétiques entraînant la fermeture du poing, mais qui permettaient d'être invulnérable au sol. Hein. On est fait pour taper, pour cogner avec des bâtons et ensuite pour tuer à distance. À partir du moment où on descend au sol, on élimine, on éloigne les prédateurs. À ce moment-là, on ne monte plus dans les arbres, plus besoin d'avoir une adaptation au grimper. Et à ce moment-là, tous les muscles de la ceinture scapulaire et de la taille s'adaptent pour lancer avec une rotation latérale, hein, du buste. Hein, et il y a des modifications, des sélections de modifications génétiques entraînant des modifications de toute la structure de la taille. Et en plus, comme on mange beaucoup moins de végétaux et beaucoup plus de viande, on a une réduction du système digestif, hein, puisqu'on mange plus de viande, hein, donc là, on acidifie l'estomac, un estomac plus acide, hein, plus de viande, moins besoin d'avoir un gros intestin pour permettre par fermentation la destruction des fibres de cellulose pour accéder aux hydrates de carbone et aux protéines contenues dans les plantes. Hein. Donc on a une réduction du système digestif permettant une meilleure rotation en plus, hein, et en plus on ne monte plus dans les arbres, donc on devient des super lanceurs par rotation et on peut affiner notre lancer en étendant les doigts, puisqu'on n'a plus de super fléchisseurs qui vous portent la main en flexion quand vous étendez, les doigts en flexion quand vous étendez la main. Et comme ça, là, un singe c'est ça, et quand ça étend, ça fait ça, donc c'est un crochet naturel. Parce qu'ici c'est très court les fléchisseurs, hein, ils sont raccourcis exprès pour tenir. Nous on a perdu ça. Voilà, petite vidéo du soir, espoir pour vous parler d'évolution. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo un peu complexe, mais qui vous font comprendre comment fonctionne l'humanité et d'où nous venons et qui nous sommes. Voilà, c'était pour vous parler de l'homme et du principe, hein, souvent méconnu, du mal pour un bien, d'un mal pour un bien, que l'on retrouve aussi avec cette drépanocytose qui s'est conservée en Afrique équatoriale, humide, hein, là où il y a des anophèles, hein, spécialisés se nourrissant spécialement des humains, et pratiquement que des humains et quelques autres primates, hein, et qui transmettent ce parasite terrible, hein, qui donne le paludisme, hein, et qui tue des centaines de milliers de personnes. Mais cette mutation, la drépanocytose, qui, même si elle augmente la mortalité dans l'espèce humaine, limite tellement la mortalité des porteurs hétérozygote de cette mutation qu'elle devient positive, hein, en empêchant justement une démographie en baisse, hein, en facilitant la survie des individus hétérozygotes portant cette mutation face à ce terrible paludisme qui, de loin, est une des maladies, même en Afrique, et de loin, je crois, la maladie qui fait le plus de morts. Hein. Voilà, surtout les jeunes enfants, personnes fragiles. C'était Fred Delavier,
je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.